Eh ben, écoutez, on va commencer ce webinaire sur donc un microcontrôleur qui s'appelle le SP32. Donc je vais vous présenter le Geniali qui sera lui aussi disponible, ainsi que les différents codes, programmes que nous allons voir. N'hésitez pas à poser vos questions dans la discussion publique. J'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. On est là surtout pour échanger, pour apprendre aussi à utiliser le SP32, mais le but c'est vraiment de partager ensemble. Alors, je vais prendre la main et présenter donc le diaporama. Voilà. Alors, donc au sujet de ce webinaire, c'est le contrôleur ESP32. Donc, c'est un microcontrôleur. Donc là, ici, j'ai les caractéristiques techniques. Donc, c'est de type système sur une puce d'Expressive Il y a une architecture Xtensile X6 de Tadica. Mais l'intérêt principal, c'est en fait d'avoir la gestion du Wi-Fi et du Bluetooth. Donc, du coup, ça veut dire que on va pouvoir mener à bien des projets avec une communication. Donc c'est très utile dans le programme, par exemple de SNT sur le thème d'Internet des objets connectés, sur les projets aussi, par exemple en NSI. Alors, je vous ai présenté ici trois euh, trois microcontrôleurs. C'est ce qu'on trouve dans le. Donc on a le premier, c'est celui de gauche, qui est le moins cher et qui se présente sous la forme d'une microcarte avec toute une série de broches. Et puis bien évidemment, le microcontrôleur au centre. Ensuite, on a deux autres produits qui peuvent être intéressants. Le produit Wemos qui permet en fait de connecter un shield donc qui permet donc de brancher tout ce qui est les capteurs et les actionneurs. Et ensuite, on a une carte qui est une carte un peu plus évoluée, qui est la carte Galaxia, qui elle contient toute une série donc de capteurs. Ok, alors je vais rapprocher mon micro. Alors, ce que j'étais en train de vous dire, c'est en fait qu'il existe différents modèles. Et ça va du simple pratiquement au triple en tarif. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis orienté par rapport aux achats. Je me suis orienté sur le modèle d'Expressif en fait. Donc c'est un modèle qu'on va trouver sur les différents fournisseurs entre 2 à 6 euros pièce. Donc c'est abordable. En comparaison de la carte Wemos ou de la carte Galaxia, franchement, il n'y a pas photo. Alors, euh, oui, j'ai enlevé le diaporama en fait pour vous présenter justement la carte d'expressif. Je vais remettre le diaporama. Sauf si bien évidemment vous avez déjà des petites questions. Alors, je reprends le partage avec justement la, la carte. Donc les différentes cartes. Donc c'est bien que dans les établissements, on est contraint par rapport au budget. Donc moi j'ai privilégié la carte d'expressif. Alors cette carte, elle existe avec un nombre de broches qui est différent. Il en existe avec 30 pins, mais il existe des cartes avec un peu plus de broches. Donc c'est pas du tout gênant. Ces broches, elles sont numérotées. Donc si vous avez une carte entre les mains ou si
vous pouvez en trouver par exemple des images sur Internet. Vous verrez que chaque broche en fait est numérotée. Donc ça va permettre d'avoir accès très facilement à celle-ci. Donc l'intérêt, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est de pouvoir mener à bien des projets en communiquant. Et c'est vraiment dans le thème des programmes de SNT, mais aussi dans le thème des programmes de NSI. Alors, pour justement parler un petit peu de ces programmes, si je prends le programme de terminal NSI, on a justement une partie sur tout ce qui est les SOC, donc System on Chip. Et par exemple, on a le schéma fonctionnel de ce microcontrôleur. Donc, ça peut être bien justement de montrer un petit peu aux élèves ce schéma fonctionnel et justement de leur demander quelles sont les principales caractéristiques, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en fait avec ce type de microcontrôleur. Alors, à regarder et on va essayer de justement de faire nos premiers pas avec ce microcontrôleur. Donc, pour le diaporama, donc en fait, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai utilisé des ressources qui sont issues d'un livre qui est le livre de Julien Launay, qui est donc finalement les réseaux par la pratique et qui explique vraiment très bien toute la procédure pour flasher justement le firmware. Alors, on va continuer avec toujours ce petit diaporama et vous allez voir, il est petit à petit, on va utiliser le microcontrôleur. Alors, donc une fois Une fois qu'on a donc suivi justement les différentes étapes, on n'a plus qu'à terminer l'installation. Et une fois que l'installation a été faite, une fois que MicroPython finalement a été flashé sur notre microcontrôleur, ben, on peut utiliser un éditeur type Tony ou Mu pour programmer justement l'ESP32. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'avoir en fait toujours en tête la numérotation des différents pins. Donc ça se trouve très facilement sur Internet. On a donc les différentes entrées. On a en particulier l'alimentation et la masse. Donc c'est vraiment important de bien les repérer pour pas faire de bêtises quand on va faire des branchements. Et j'ai commencé en fait, par exemple, à vous montrer un petit programme qui va permettre donc de faire allumer une LED. Alors je vais procéder directement en direct avec vous. Alors oui, Frédéric, il existe un simulateur en ligne pour l'ESP32. Justement, je vais en parler un petit peu juste après. Hop, et vous allez voir. Donc le simulateur en ligne est pas mal aussi. Le seul petit problème, c'est que parfois, quand on va téléverser du simulateur en ligne vers la carte que je vous présente, il y a parfois des petits soucis. Il n'y a pas de souci avec tout ce qui est Wemos ou le Galaxia, mais avec celle-ci, il y a des soucis. Donc Frédéric, si tu veux prendre la parole, il n'y a pas de souci. Alors, donc si je branche mon microcontrôleur avec mon câble USB. Alors oui, Frédéric, il n'y a pas de souci, dès que ton micro est branché, tu prends la parole. Donc moi, je vous montre simplement donc l'installation. C'est tout simple. On branche. Voilà. Une fois que c'est branché, vous voyez, j'ai la petite LED rouge qui vient donc de s'allumer.
Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça signifie simplement que le microcontrôleur est alimenté par le câble USB. Donc, moi, dans ce que je vous ai présenté, en fait, j'ai décidé de brancher, donc d'utiliser la broche numéro 23. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends des fils, des petits fils, voilà. Donc, pareil, ça s'achète, hein, on a des packs de fils. Donc, ça coûte vraiment pas cher du tout. Dans les labos, généralement, de physique-chimie, on en trouve. On peut demander à nos collègues de physique-chimie, je pense qu'ils peuvent vous en prêter sans problème. Donc, on prend des mâles femelles et on branche simplement en enquille la fiche directement sur la broche, qui est la broche numéro 23. Donc en fait, il n'y a pas de soudure à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va brancher tout simplement donc là, ici, l'autre broche sur la terre. Et là, ensuite, on n'a plus qu'à brancher notre LED. Voilà. Donc, le mieux, si on doit faire justement des branchements de ce type, un petit peu de branchement électronique, c'est d'avoir justement les petites planches qui permettent de faire tous les branchements, de faire les différents tests un petit peu comme on veut. Donc, on n'a plus qu'à brancher nos éléments. Donc, moi, par exemple, j'ai branché ici une LED donc hop, jaune. Et ensuite, on peut brancher donc directement la LED à LED. Donc, ici, de ma petite planche. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à exécuter le programme. Et une fois qu'on a exécuté notre programme, on va avoir, comme je vous l'ai montré donc dans le diaporama, on va avoir donc notre LED qui va alternativement donc s'allumer puis s'éteindre, s'allumer puis s'éteindre. On peut régler justement le temps d'allumage. On peut régler un petit peu tout ça. Avez-vous des questions déjà par rapport à ça? Alors, donc il y avait une question de Frédéric. Alors, avant d'aller plus loin par rapport justement à l'utilisation de ce microcontrôleur, alors quel est le nom du fil pour acheter? Alors, les fils que je vous ai présentés, le câblage, en fait, moi je les ai achetés sur. Alors bon, faut pas faire de publicité, mais bon, on a une entreprise française qui donc vend ce type de produit. Donc c'est simplement des petits fils électriques qui sont faits pour enquiller directement sur les broches. Et ça permet d'éviter justement des soudures. Et donc ça permet de ne pas avoir de soucis par rapport à d'éventuelles brûlures par rapport aux gamins. Voilà. Euh, alors moi, j'ai pas eu de soucis par rapport à la question de Gilles. Pas de risque de destruction par électricité statique. Non, j'ai pas eu de soucis. Après, si vous voulez vraiment prendre toutes les précautions possibles, il existe ce type de montre, d'accord, ce type de carte qui permet d'enquiller directement donc le microcontrôleur, voilà. Hop. Et ensuite on fait les branchements. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà. On fait les branchements sur le côté et on serre avec une vis, voilà, d'accord.
Donc on a vraiment plein de possibilités. Alors moi j'ai de la chance, c'est que dans mon lycée, en fait, on peut acheter régulièrement des cartes et puis du petit matériel. Donc c'est vrai que ça aide énormément. J'ai mon matériel perso et j'ai le matériel qui est acheté par le labo. Et puis je vais aussi régulièrement voir les collègues de physique-chimie, parce que en physique-chimie, justement, on a beaucoup de professeurs qui utilisent des cartes Arduino, qui utilisent des capteurs, qui utilisent un petit peu tout ça, et donc ils ont souvent du matériel à prêter. Donc il faut pas hésiter à aller les voir, à aller discuter avec eux, à leur demander. Au contraire, hein, je trouve que c'est du point de vue de l'échange, c'est super. Alors, oui, je reprends alors, question de Gilles. La carte Arduino remplit-elle les mêmes fonctions que l'ESP32? Alors, du point de vue de... En fait, le point fort de cette carte, c'est communication Bluetooth Wi-Fi intégrée. Et c'est surtout aussi le fait que du point de vue de la consommation d'énergie, c'est une très basse consommation d'énergie. Et on a une taille aussi qui est vraiment réduite. Donc, si on veut faire des projets qui vont utiliser du Wi-Fi, du Bluetooth, honnêtement, il faut privilégier cette carte. Ensuite, il me semble aussi que du point de vue de la fréquence, on a quelque chose qui est beaucoup plus élevé par rapport à cette carte. Ce qui est intéressant, c'est on peut utiliser justement tout ce qui est les capteurs pour les capteurs Arduino, on va pouvoir les réutiliser. Donc ça, c'est intéressant. Alors, une question par rapport au Raspberry Pi. Alors, le Raspberry Pi, effectivement, il va être beaucoup plus puissant, mais pour l'Internet des objets, pour les objets connectés, finalement, le Raspberry Pi est, va être moins performant par rapport à Wi-Fi Bluetooth que cette carte-là. Et on a aussi un autre problème, c'est le problème du coût. Parce qu'une petite carte comme ça, je veux dire, si on les commande dans un nombre suffisant, une vingtaine ou une trentaine, ils vont coûter vraiment pas cher. Alors que si on prend un Raspberry Pi, même si on prend du Raspberry Pi 0, on va de suite être sur quelque chose qui va être beaucoup plus... hop, je montre. Là. Donc là, j'ai mon Raspberry Pi classique. Ensuite, j'ai mon Arduino, simplement pour les collègues qui n'ont pas trop l'habitude de manipuler. Donc j'ai mon Arduino qui est ici. Et si je regarde où est mon Raspberry Pi 0, alors, et ici j'ai un Raspberry Pi 0 et dessus j'ai monté justement une petite carte pour obtenir ici des ports USB. Voilà. Donc on peut s'amuser vraiment avec toutes les cartes, mais finalement le choix de la carte va dépendre de ce qu'on veut faire. Voilà. Alors, j'ai pas oublié, il y a une question qui a été posée. La question qui a été posée, elle avait été posée par Frédéric. Frédéric, il a posé la question, il a dit, est-ce qu'il existe un simulateur en ligne? Alors, ça existe. On a donc VitaScience. Donc VitaScience est connu hein, pour proposer en fait des simulateurs qui sont vraiment très bien faits et pour proposer aussi des matériels et des kits déjà préparés, déjà tout prêt. Donc je vais vous montrer un petit peu. Euh, alors Alain nous parle de Wukwi aussi. Donc ok, je connaissais pas, donc je prends note parce que c'est intéressant. Alors Gilles, je peux pas faire de publicité par rapport au choix donc d'un fournisseur officiel. Donc je suis désolé de pas pouvoir t'indiquer quel est celui
qui va te permettre d'obtenir les meilleurs prix. Mais moi, généralement, je fais un petit tour via Internet et du coup, je regarde et j'essaye de trouver le meilleur rapport qualité-prix et j'essaye de commander en nombre aussi. Ça permet d'avoir des réductions qui peuvent être intéressantes. Alors, je vais revenir sur OK. Je vais revenir sur justement la question de Frédéric et je vais vous présenter donc un petit peu l'interface qui est proposée par VitaScience qui permet donc voilà, qui permet donc d'utiliser un simulateur. Alors, je vous avais parlé justement du coût. Si je prends une carte Galaxia, ben ça a un coût qui est non négligeable. Donc 69 € en moyenne. Donc c'est pour ça que moi je privilégie vraiment la carte que je vous ai présentée. Alors, donc si on veut avoir accès directement à l'interface, on a quelque chose qui est donc le Nucléo, le Mbot, voilà. Donc nous on va choisir ESP32. Et là ici on nous propose de manière naturelle le choix entre une programmation par bloc et une programmation donc MicroPython. Donc c'est intéressant, sachant que après on peut directement démarrer aussi le simulateur. Et pour le simulateur, on va avoir le choix entre les différentes cartes qui ont été présentées. Voilà. Donc, si on veut vraiment ne pas s'embêter, effectivement, on va prendre une carte Wemos, on va brancher donc les différents capteurs, actionneurs, etc. On va les brancher directement. Il n'y a pas, en gros, on s'embête pas à la numérotation des broches. On a juste à nommer le numéro de l'endroit où on veut connecter. Voilà. Mais je trouve qu'en NSI ou en SNT, c'est dommage de passer à côté de justement des petits branchements, parce que ça donne justement un petit côté de manipulation qui plaît ou qui peut plaire à certains et à certaines. Alors, ce qui est intéressant dans cette présentation, c'est que à chaque fois qu'on va bouger un bloc, par exemple graphique, là, à côté, on va avoir automatiquement le code en MicroPython qui va s'adapter. Donc c'est quelque chose qui peut aider quand par exemple on est bloqué avec des petits problèmes de code. Pourquoi pas. Alors, je reviens ici. Voilà. Alors, donc Rodrigo, l'avantage du Galaxia, alors en fait il a plusieurs avantages. C'est-à-dire que on a l'ESP32 qui est inclus dans cette carte. On a toute une série de capteurs qui sont inclus. On a aussi surtout un écran. Et donc cet écran, il nous permet de communiquer et d'afficher directement des informations. C'est-à-dire que du coup, on n'a pas à brancher un petit écran LCD, on n'a pas tout est compris dedans. Voilà. Il a des avantages. Le gros des avantages, c'est que du coup, si on veut s'équiper, le budget il est quand même beaucoup plus important. Alors, avez-vous des questions déjà par rapport à ça? Alors, il me semble que non. Donc là, je vous ai montré vraiment la partie basique, allumer une LED. Donc pour l'instant, on n'a rien utilisé justement de la connectivité de l'ESP32. Donc on va regarder, on va aller un petit peu plus loin et on va voir comment on va pouvoir l'utiliser un petit peu différemment. Alors, je vais partager encore une fois, hop, mon écran et voilà. Donc
Un des projets que je fais avec les élèves, c'est de communiquer par Wi-Fi pour allumer ou éteindre une LED. Donc là, l'idée c'est de nous permettre d'éteindre ou d'allumer celle-ci. Donc du coup, c'est un projet qui se passe donc par étapes. Donc la première étape, on l'a vu déjà un petit peu, il faut faire le petit montage. Donc le petit montage, c'est un travail de connexion. Simplement, on connecte la broche 23 et la broche qui est reliée à la masse à la LED. Donc on peut rajouter aussi une petite résistance, il vaut mieux. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement, alors je dis tout simplement, oui et non, on va donner un petit peu le code aux élèves pour que le programme donc qui va être écrit en Python, il permette la création du début et la création de la fin d'un code HTML. Et le contenu, finalement, va être modifié par le programme. Je vais vous présenter un petit peu ce code. Alors, donc j'ai listé le matériel nécessaire. Donc le matériel nécessaire, c'est un ESP32, un petit peu de fil, une LED, une résistance, et puis une petite plaque pour faire le montage. Donc on importe bien évidemment les différentes bibliothèques qui vont être nécessaires, des bibliothèques pour justement gérer la communication. Donc ça va être la bibliothèque Socket, la bibliothèque Network. On va utiliser la bibliothèque Time pour gérer justement le temps. On utilise la bibliothèque Machine. Alors cette bibliothèque-là, c'est pour pouvoir utiliser justement la numérotation des broches. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Donc, en ligne 6, on dit qu'on nomme la variable LED. Tout simplement, on définit la LED qui est branchée à la broche 23 et ça va être un signal qui va être un signal de sortie. Donc là, c'est juste pour finalement importer les bibliothèques intéressantes et initialiser ma variable. Ensuite, je vais commencer donc le travail par rapport au code HTML. Donc, je commence avec HTML underscore début, et là, finalement, je donne le squelette de ma page. Donc le squelette classique qu'on voit en cours de SNT quand on traite le chapitre sur le web. Donc on a une en-tête, le titre, on peut le modifier à souhait, donc ESP32 pourquoi pas. Et dans le corps, je vais récupérer un état. Cet état, ça va être l'état de la LED. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets pourcentage S pour dire que je vais récupérer la valeur de la variable S. Cette variable sera définie un petit peu plus tard. Ça, c'est le début de mon code. La fin, en fait, la fin, je ferme juste ma balise body et ma balise HTML. Est-ce que, pour l'instant, alors, est-ce que pour l'instant, on est bon ou pas? Dites-moi. Bon. Alors, continuons. Donc, je vais repartager mon écran et on va donc continuer à regarder un petit peu ce code. Alors, ensuite, l'étape, c'est une étape que j'ai qualifiée de station. C'est-à-dire que, en fait, mon microcontrôleur, je lui attribue un rôle de station. Donc, soit ici, voilà, ligne 19. Donc, j'ai défini, je mets sta underscore if, et ensuite, j'active justement ce mode. Donc, si il n'est pas connecté, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je peux demander à l'affichage de marquer connexion, et je vais le connecter ici. Alors, ici, je le connecte à mon point d'accès mobile, parce que, en fait, quand je mène ce projet, j'ai mon téléphone portable et je définis mon téléphone portable en point d'accès mobile. Donc, le nom de ce point d'accès, c'est Android AP, et ensuite on met le mot de passe de son point d'accès. Voilà. Donc à partir de ça,
on va avoir l'ESP32 qui va se connecter, donc ici, à mon smartphone. Une fois qu'il est connecté, on va récupérer l'adresse IP de l'ESP32. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a finalement tous les éléments qui vont nous permettre de pouvoir s'amuser un petit peu avec l'ESP32. Alors, ici, on va attendre que les clients se connectent en fait. Et ici, il va pouvoir accepter jusqu'à 5 clients. C'est le S égale listen 5. Alors, je retourne. Alors, ah, pardon, je suis désolé. Du coup, j'étais en train de lire le diapo sans montrer le diapo. Effectivement, c'est un petit peu bête. Donc, je repartage justement le diapo. OK. Voilà. Tac. Et voilà. Donc, voilà. Donc, j'en étais resté justement à l'étape où j'attribue un rôle donc de station à mon microcontrôleur. Donc, en fait, c'est les lignes 19 et 20. Donc ça, c'est ce que je donne aux élèves. Ça, le code, il est déjà construit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je leur dis, voilà, si finalement la connexion, elle n'est pas faite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va tout simplement aller se connecter au point d'accès, mon point d'accès mobile. Donc là, ici, moi, mon point d'accès mobile, il s'intitule Android AP et j'ai comme mot de passe, le mot de passe VHWF 4241. Donc, une fois que la connexion est faite, je récupère donc l'adresse IP, justement à la ligne 28. Je crée finalement le point d'accès. Et ici, on va être en attente de clients. Il va pouvoir écouter jusqu'à 5 clients. Ici, c'est ma ligne 34. Donc, si je continue, en fait, moi, dans mon projet, je veux avoir une page avec un bouton. Donc, ce bouton va me permettre finalement de changer l'état de ma LED. Donc, le bouton, c'est tout simplement la variable réponse B et je le définis au départ à on. Bouton. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va être en attente. On est en attente permanente de connexion. Donc, ça, c'est les lignes 36, 37. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On va avoir un client qui va finalement envoyer une requête. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va d'abord lire la requête du client. Et ensuite, on va extraire les données. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir déjà afficher dans le moniteur série, par exemple, de MU, donc l'adresse IP. Et on va pouvoir afficher aussi la commande qui a été reçue. Si la requête c'est on, donc si j'appuie sur mon bouton on, je vais tout simplement afficher allumé et je vais demander à la LED de s'allumer. Et automatiquement, je change mon bouton. Mon bouton maintenant, il va servir à une chose, il va servir à éteindre la LED. Donc, si maintenant ma requête c'est off, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais dire que j'éteins ma LED et j'utilise la commande LED.off pour éteindre celle-ci. Et je change aussi la valeur, entre guillemets, de mon bouton. Donc ça, déjà, c'est une première partie. Alors, j'arrête le partage une seconde. Voilà. Alors oui, pour répondre à Aude, effectivement, le code va être disponible et vous pourrez tester justement tout ça. Toutes les ressources qui sont sur la présentation que je viens de vous faire, elles seront disponibles.
Alors, le langage de programmation, c'est du Python. Et en fait, là ici, Python va modifier finalement la page qui va s'afficher. Et on va modifier justement le bouton. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et les élèves, en fait, au départ, ils s'attendent pas à avoir une activité comme ça. Au départ, ils disent, oui, d'accord, bon, je vais allumer, éteindre la LED. Bon. Mais le truc, c'est qu'ici, on va allumer, éteindre la LED, mais on l'allume et on l'éteint par Wi-Fi. Et on a à chaque fois une modification quasi temps réel de la page et du bouton. Donc c'est vraiment intéressant. Alors je vous montre, je termine un petit peu avec cette présentation et après on pourra voir comment on pourrait adapter ça. Parce que là je l'ai fait avec une LED, mais on va voir qu'on pourra faire avec en fait avec des capteurs par exemple. Alors allons-y. Donc je vais continuer et voilà. Donc ensuite on fabrique la page web. Donc comment est-ce qu'on fait pour finalement la fabriquer? On récupère le code HTML du début et puis finalement on va rajouter notre requête et puis on va envoyer différents éléments. OK? Donc ça c'est tout simplement par HTTP. OK, je rappelle que quand je fais ici ligne 52, je rajoute le R et le N pour dire que je vais à la ligne. Et puis en fait, on construit, on va récupérer. Finalement, Python va modifier et afficher cette page. Qu'est-ce qu'on a comme résultat? En fait, si on exécute notre code, on va avoir par exemple pour la première page, donc j'ai ma LED qui est éteinte. Donc en fait, l'état de la LED, il est récupéré par Wi-Fi. J'ai off. Si j'appuie sur on, automatiquement, ma page se transforme en LED d'état on et le bouton devient off. Et on n'arrête pas de passer de l'une à l'autre. Donc, ça veut dire qu'on a vraiment un objet qui devient un objet connecté. Et c'est ça qui, pour le coup, est intéressant. Alors, est-ce que tous les capteurs utilisés peuvent être utilisés avec l'ESP32? Quasiment tous, oui. Oui. Après, le truc, c'est simplement d'utiliser donc les bonnes broches. Donc on a des broches entrée, sortie, on a des broches analogiques, etc. Mais justement, si vous vous rappelez, il y a une diapositive où je rappelais justement tout ce qu'on pouvait brancher suivant la numérotation des pins. Donc du coup là, moi je l'ai fait avec une LED, mais on pourrait très bien prendre un capteur de température et demander tout simplement à l'ESP32 non pas d'écrire l'état de la LED, mais d'écrire directement la température. Et du coup, on pourrait brancher même plusieurs capteurs. Donc je pourrais brancher un capteur de température, un capteur d'humidité, etc. Et là, on est vraiment dans le thème donc des objets connectés. On fait vraiment réaliser aux élèves un objet connecté. On n'est pas dans une simulation, on est dans la réalité. Et ça nécessite en fait pas beaucoup de matériel. Il faut quelques cartes SP32. On met les élèves par groupe de 2. On utilise quelques capteurs qu'on peut récupérer, soit qu'on peut commander bien évidemment, soit qu'on peut récupérer dans les laboratoires de physique-chimie. Et on a une activité qui est super intéressante. Alors, on peut aussi, mais alors là, ça nécessite un peu plus de travail.
avec les élèves, mais on peut très bien fabriquer de la même manière avec l'ESP32 euh, un objet connecté qui, quand on va appuyer sur un bouton pressoir, va envoyer, par exemple, un mail. C'est tout à fait réalisable. Alors ça, je l'ai fait avec des élèves de NSI. Je l'ai pas fait avec des élèves de SNT. Donc, est-ce que, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce microcontrôleur? Moi, l'idée générale, c'est de vous donner envie de l'utiliser. Alors, les applications donc associées au programme. Alors, généralement, moi, je le fais en projet, puisqu'on doit avoir un quart du temps de NSI qui est consacré au projet. Et on peut utiliser ça par exemple en classe de première avec tout ce qui est les communications client-serveur. On peut aussi en parler un petit peu, faire la présentation quand on parle des SOC en terminal NSI. On peut aussi, par exemple, avec les trophées NSI, puisque l'on a les trophées NSI, on va avoir on a eu des résultats académiques, mais on va avoir des résultats nationaux. On peut s'amuser avec par exemple un projet avec des objets connectés. Pourquoi pas? Alors, ensuite, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour, Frédéric. Alors moi j'ai une petite question par rapport au simulateur. Est-ce qu'on peut ajouter des capteurs pour le tester au Vita Oui, Science? oui. Alors, moi, j'avais commandé donc toute une série de capteurs. Euh, alors, il faut que je les retrouve. Bon, ils sont peut-être pas forcément accessibles, mais euh, j'avais utilisé des capteurs pour Arduino. Voilà. Et pareil, ils sont vraiment pas chers, hein. Généralement, on a des packs, alors un peu comme les packs pour Microbit. Je ne sais pas si vous aviez assisté au webinaire sur les microbits, mais on a des packs avec donc émetteur-récepteur à ultrasons pour calculer des distances. On a des capteurs de température, on a un buzzer, on a des boutons poussoirs. On a aussi possibilité, mais ça coûte un peu plus cher, d'acheter un petit écran LCD. Et tout ça, on peut l'utiliser et le brancher. Et ça Non, coûte pas cher. en fait, Ça- peut-être que vous n'avez pas compris la question, c'est est-ce que sur le simulateur Vita Science, est-ce qu'on peut simuler le fonctionnement des capteurs? Est-ce qu'on peut connecter des capteurs pour pouvoir tester, en fait, pour le flux de travail des élèves? Comme ça, ils peuvent faire le prototype en simulation. Si ça fonctionne, ben, ils utilisent ils connectent, quoi. Alors oui, on peut le faire avec le simulateur de Vita Science. Alors le truc c'est que c'est très simple quand on utilise le Wemos Groove ou le Galaxia chez Vita Science. C'est un chouïa moins simple si on utilise le simulateur expressif. Voilà. Mais c'est faisable, hein, oui, oui. Ah oui. On choisit en fait les capteurs. Il y a tout un choix de capteurs. Oui. Je vais vous montrer en fait. Je vais repartager mon écran et je vais vous montrer. Voilà. Hop, autoriser. Tac. Voilà. Donc en fait, ici, donc sur le côté gauche, on a directement, voilà, les capteurs. Par exemple, j'ai le capteur dioxyde de carbone. J'ai vraiment, c'est très très riche. Et donc, on peut vraiment s'amuser à tester la totalité des capteurs. Et on a même sur VitaScience, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un site qui est bien fait. Euh, on a, quand on passe simplement la souris sur le nom du capteur, on a une photo de l'objet qui apparaît. Donc c'est, moi c'est sympa, vraiment sympa à utiliser.
Et est-ce que dans votre lycée, vous avez un club est-ce que vous travaillez avec des éco-délégués hein? Est-ce que vous avez, par exemple, nous, dans mon lycée, on a une station météo. Et en fait, on aimerait bien faire un TP participatif de telle manière que, plutôt faire des TP que pour la section NSI, on fait un TP au point de vue du lycée. En fait, c'est comme une mission. On demande, voilà, on a une station météo. Le but, c'est grâce au simulateur, on peut faire ça et on peut demander aux collègues d'aider les élèves pour pouvoir faire le programme. Enfin, je sais pas, vous voyez, c'est essayer de Oui, mixer un peu micro-Python avec tout ce qui est développement durable, tout ce qui est un peu PIX, pour pouvoir faire des TP participatifs et collaboratifs, de la manière qu'en fonction du niveau, ben, c'est les collègues qui vont faire le petit programme. Par exemple, pour les secondes, ce sera un truc simple. Et peut-être pour les terminales ou les prépas, peut-être ils pourront aller beaucoup plus loin au niveau de l'algorithme. De la manière que c'est un projet qui rassemble l'ensemble de la communauté. Enfin, je sais pas. oui, non, c'est un beau projet, un tutorat finalement entre les différents niveaux. Effectivement, dans mon lycée, pour l'instant, on n'a pas justement de club de ce type-là, mais c'est quelque chose qui peut être intéressant et qui justement peut permettre de faire vivre les SNT et la NSI et ça permet aussi de faire partager des problématiques de développement durable aussi. Donc oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant parce que ces objets connectés, ils peuvent permettre de faire plein de choses. J'ai une petite question. Est-ce que la station météo, est-ce qu'elle a été achetée déjà toute faite ou est-ce qu'elle a été construite? Non, c'est moi qui ai commandé. En fait, j'avais acheté, l'année dernière, j'avais acheté un ESP32. Alors, c'est pas ESP32, c'est un ESP8066, je crois. Oui, Et j'avais acheté des capteurs, j'avais acheté tous les capteurs, j'avais acheté un afficheur. Et à l'époque, j'ai programmé, parce que le but c'était vraiment que, pas programmer en C, parce qu'il y avait beaucoup de ressources internet programmées en C. Et le but c'était vraiment programmer en MicroPython. Donc à l'époque, il y avait pas grand chose. Là, j'ai vu qu'il y avait des simulateurs en ligne qu'on pouvait programmer en MicroPython. J'avais le problème pour le connecter au niveau du lycée. En fait, le problème c'était il y avait le codec pour pouvoir piloter avec l'ESP32. C'était un peu, ça marchait, enfin, ça marchait bien en ligne. Enfin, chez oui, moi, ça marchait super bien. Et au niveau du lycée, il y avait un problème au niveau de il avait du mal à se connecter à la carte. Il y avait ça. Et après, j'avais vu, alors je crois que je peux avoir en ressources. J'avais vu aussi que, un peu comme Tony, on pouvait le faire en ligne. Il y avait peut-être un simulateur en ligne. Enfin, on pouvait coder un IDE en ligne et pouvoir connecter la carte et pouvoir programmer. Et ça évite de passer par Tony parce que moi, j'essaie de plus en plus d'utiliser des logiciels en ligne pour éviter de demander à mon responsable informatique d'installer, etc. Et je crois qu'il y avait un simulateur qui ressemblait à Tony, on pouvait un peu, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein, on pouvait tout faire en ligne. Quoi. Il fallait juste le connecter hein, et on pouvait hmm. programmer en Python. Ok, bah si jamais tu retrouves l'information, tu nous la partages par rapport au nom de ce simulateur. Et effectivement, c'est super hein, le projet de station météo parce que finalement tu l'as construite. Donc Si vous voulez, moi j'ai le lien, j'ai le côté. En fait, il y avait un bouquin intéressant. Je crois que c'était un prof en faculté. Hein. Il avait écrit un bouquin sur la station météo, mais c'était un peu sur le Raspberry Pi, c'était un peu plus costaud. Et donc j'ai repris le matériel, mais là le but c'était vraiment faire. Si vous voulez, je peux vous envoyer là le lien, c'est un Google Doc. hmm. Donc ça, il y a Ah quand même. ben Mais après, il faut faire le programme. Et le but, c'est que le programme avec. Parce que je pensais que l'information, c'était sur les SP32 et ChatGPT. non, c'est la prochaine fois. ChatGPT, ce sera le mercredi prochain en fait. Donc on fera justement le point un petit peu sur comment on peut travailler avec ChatGPT et quelles sont les implications. Donc ça, on verra ça la semaine prochaine si vous êtes dispo et si vous avez envie de venir. Alors, j'ai été, oui, on avait été coupé. Alors, petite question.
Alors non, je n'ai pas connaissance de la délivrance des Open Badges pour le FunMOOC, mais ce que j'allais vous dire, c'est justement qu'il y a un MOOC, toujours sur la plateforme Fun, qui permet de s'initier à MicroPython. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours y aller, il n'y a aucun souci. Alors, ensuite, eh ben écoutez, si je n'ai pas d'autres questions, alors, donc tout va être disponible et je mettrai les fichiers Python aussi en, en lien. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura l'information pour donner justement le lien du webinaire, la rediffusion, et pour donner l'accès à toutes les ressources qui sera envoyé par mail incessamment sous peu. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous remercie d'avoir passé ce petit temps avec moi. Et je vous dis donc à mercredi prochain où on parlera de ChatGPT et d'une utilisation de ChatGPT en cours ou à la maison par les élèves. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.